Alors, nous sommes heureuses de vous accueillir, Ferrucci et moi, pour cette sixième rencontre littéraire francophone autour d'un écrivain ici à la bibliothèque Paris 8, que nous remercions pour le cocktail, pour la mise en place, et nous remercions également l'équipe technique, sans oublier les étudiants et les étudiantes qui ont travaillé très dur pour mettre tout ça en place malgré un contexte social pas facile. Ils ont écrit des résumés, ils ont lu les œuvres avec passion, ils nous ont harcelés avec plein de questions qui montraient leur motivation pour rencontrer l'auteur Gilles Benaïch, que nous remercions tous et toutes de nous avoir fait l'honneur de venir ici. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Ferrugia pour la suite. Donc, la suite qui va être très rapide. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, étudiantes, cher Gilles Benaïch, donc merci d'être ici présente. Moi, je veux d'abord remercier Catherine Dufour, la responsable communication de la bibliothèque, qui nous a permis effectivement pour la 6e édition, donc c'est-à-dire 6 ans. Vous êtes à peu près le 17e auteur à être invité ici, Monsieur Benaïch, à Paris 8. Je voudrais remercier l'équipe du service audiovisuel, le Studio 8, qui est toujours à nos côtés pour filmer, pour faire en sorte que les gens puissent se connecter depuis le monde entier. Je disais à Gilles Benaïch que normalement sur le lien YouTube nous suivent en direct, et d'ailleurs on leur passe le bonjour à des collègues du Brésil, du Japon, de la Roumanie, de la Grèce, de l'Italie, de la Macédoine, de l'Algérie et de Roumanie et surtout, le Mali, le Gabon, l'Algérie. Voilà. Donc, merci. Ce message, merci au groupe donc, logistique qui a disposé la salle, le buffet. Merci au groupe communication. Merci d'avoir fait les affiches, les flyers. Merci aussi pour votre investissement aux étudiants du groupe création, parce que nous avons une surprise à la fin. Donc, le déroulement se fera comme suit. Il y a une étudiante qui va vous présenter, Gilles Benaïch, donc présentation de l'auteur. Puis, vous aurez la parole un petit quart d'heure pour nous parler de votre rapport à la littérature, à l'histoire, peut-être à l'Algérie, la France, et puis aussi l'histoire des Juifs d'Algérie, un peu à travers votre famille. Et ensuite, la parole sera aux étudiants qui ont des questions à vous poser. Nous veillerons sans doute à ce que des questions en direct sur YouTube puissent être aussi lues auxquelles vous pourrez répondre, et nous finirons par la surprise. Et bien entendu, nous inviterons tout le monde à fêter ensuite cette rencontre. Merci. Merci beaucoup. Groupe l'auteur Iliana. Ah oui, c'est Iliana. Iliana. Viens là, Iliana, viens. Je m'assois. Oui, bien sûr. Bonjour. C'est mon livre de chevet. Il ne quitte pas mon lit, a déclaré Mohamed Fellag à propos du roman Le voyage de Mémé, de l'auteur Gilles Benaïch, que nous, étudiants de la licence de création littéraire et écriture du monde, avons l'honneur d'accueillir. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né en Algérie, dans une petite ville nommée Tlemcen. Cette dernière se situe dans le département d'Oran, qui est aussi la ville natale de vos parents. Votre famille a quitté l'Algérie en mars 1956 pour aller s'établir en France, à Paris. Vous êtes devenu enseignant de philosophie, après avoir obtenu à Paris une licence lettres et un DEA de philosophie. Mais vous êtes aussi écrivain. Vous avez publié Pessard 5711 en 2013, puis Le voyage de Mémé et Les Humains des pieds en 2011. Votre 4e ouvrage s'intitule L'anniversaire du 28 octobre 1962, en 2012, qui suit la même année avec le livre Étoile, une œuvre dont la narratrice est votre grand-mère. Et le dernier livre à votre actif est celui de 2021, qui s'intitule La découverte de l'amour et du passé simple. Merci, Monsieur Benaïch. C'est à moi. Alors, je vais donc présenter ces ouvrages
en les décrivant tout simplement parce que mon projet, il est lié au fait que j'ai écrit tel et tel ouvrage. Dans Les chemins des pieds, je raconte tout simplement comment ma famille de Tlemcen a quitté l'Algérie en 1956. C'était le tout début de la guerre a commencé en 1954, pour venir s'installer en France, à Paris. Il se trouve que la raison pour laquelle, en dehors de la guerre, mes parents ont décidé de venir en France, c'est qu'ils estimaient que une fois que l'Algérie serait indépendante, les Juifs n'auraient pas de place dans l'Algérie indépendante. Ce qui était justifié en partie par le fait que dans la charte du FLN, il y a une référence à l'islam, et que donc c'était dissuasif. Dans le deuxième livre que j'ai écrit, Nous habitons Paris, toute notre famille est restée à Tlemcen, mais dans le deuxième livre, je raconte comment nous quittons Paris, après 6 années de vie à Paris, pour aller à Champigny-sur-Marne. Pourquoi ? Tout simplement parce que les 10 frères et sœurs de ma mère, qui étaient restés à Tlemcen, se sont installés à Champigny-sur-Marne avec mes grands-parents maternels. Et par conséquent, comme ça faisait 6 ans qu'on ne les avait pas vus, ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines, ses neveux et ses nièces, on a décidé d'aller à Champigny, sinon on serait resté seul à Paris. Dans Le voyage de Mémé, donc, c'est le deuxième livre que j'ai publié. Je raconte que j'ai emmené ma grand-mère à pied de Paris jusqu'à Champigny parce qu'elle ne supportait pas les moyens de transport. Alors évidemment, ni le métro, ni le bus, mais encore moins la voiture. Elle était malade dans un moyen de transport avec moteur, elle était malade. Donc, viens, on marche, mon fils, viens, on marche, c'était son refrain. Elle sortait dans Paris, mais on faisait tout à pied. Donc, je raconte ce périple. Et c'est l'occasion du dialogue entre le Nord et le Sud, à travers la grand-mère et le petit-fils. Quand je parle de dialogue entre le Nord et le Sud, ça veut dire qu'elle dit bonjour à tout le monde, comme là-bas. Elle veut ramener les clochards chez eux. Elle se demande pourquoi on vend de l'eau dans des boutiques, etc. Voilà. Donc c'est vraiment l'opposition entre le mode de vie du Nord et le mode de vie du Sud, à travers cette grand-mère et à travers ce voyage de Paris à Champigny. Une fois qu'elle arrive à Champigny, quelqu'un lui demande « Comment t'as fait pour venir d'Algérie ? T'es pas venu à pied ?» Elle répond dans le livre d'étoiles, qui est l'occasion non seulement de la narration de son voyage, mais aussi de toute sa vie. Donc c'est un monologue qui raconte toute la vie d'étoiles, ma grand-mère paternelle. Une fois que je suis à Champigny, j'écris les conditions dans lesquelles la famille s'est installée à Champigny. C'est la découverte de l'amour et du passé simple. Le premier volume s'appelle Simon. C'est l'année où je suis au collège en 3e. Le deuxième volume s'appelle Simon et Berbel. C'est l'année où je suis au lycée en seconde. Et le troisième volume s'appelle Simon et Peggy. Il vient de sortir mercredi dernier. C'est l'année de première et de terminale. Et le prochain volume sortira l'année prochaine et il s'appelle 68. C'est l'année où j'étais en classe préparatoire en Hippocagne, au grand concours de l'université des grandes écoles. Et c'était l'année de 68, l'année où il y a eu la révolution de 68. Donc, il s'appelle 68 en lettres, cet ouvrage. J'ai publié aussi 2 autres ouvrages qui racontent 2 autres événements de ma vie. L'anniversaire du 28 octobre 1962. L'anniversaire du 28 octobre 1962, c'est tout simplement cet anniversaire-là. J'ai 14 ans et c'est à ce moment-là que les 10 frères et sœurs de ma mère, qui étaient restés à Tlemcen, se sont installés à Champigny. Je croyais avoir un très bel anniversaire parce que, au lieu d'être seul avec mes parents, il y avait mes oncles et tantes. Mais ce jour-là, ce dimanche-là, malheureusement, il y a eu 2 événements internationaux qui ont empêché le fait qu'on fête mon anniversaire normalement. D'abord, c'était en France le référendum qui devait désigner le président de la République au suffrage universel. Le peuple français était appelé à dire oui ou non pour savoir si on devait élire le président de la République au suffrage universel. Et l'autre point, c'était le jour critique de la crise des fusées à Cuba. C'est ce jour-là que Khrouchtchev a
décidé de retirer ses fusées à Cuba et on a évité la Troisième Guerre mondiale. Si bien que j'avais un oncle à Champigny qui nous téléphonait toutes les heures en nous disant qu'on allait aller devant l'ambassade des États-Unis, ou on n'allait pas y aller, on ne savait pas, etc., etc. Voilà. Et l'autre ouvrage que j'ai publié pour finir cette liste, ça s'appelle Pessar 5711. Pessar, en hébreu, ça veut dire Pâques. 5711, ça veut dire 1951. Pourquoi ? En 1951, j'ai 3 ans. À Pâques, chez les Juifs, on ne mange pas de pain. On mange que du pain azime. Et moi, quand j'avais 3 ans, en 1951, j'ai refusé de manger du pain azime pour Pâques. Donc ça a créé tout un problème que je vous laisserai découvrir si vous lisez ce livre. Pour terminer cette brève présentation de mes ouvrages, je dirais que mon projet, globalement parlant, c'est de restituer la mémoire de tous les personnages que j'ai connus, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, à travers la narration littéraire que je me suis proposé de réaliser. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'auraient aucune existence s'ils n'existaient pas dans mes livres. Voilà la première raison. Et la deuxième raison, c'est ce qui explique pourquoi j'appelle tout ce que j'écris la découverte de l'amour et du passé simple. La découverte de l'amour, parce que quand on écrit sa vie, puisque c'est autobiographique, eh bien, on dit qui on a aimé et qui on n'a pas aimé. Donc, c'est la découverte de l'amour. Je n'allais pas mettre de la haine. Donc, la découverte de l'amour, ça veut dire dis-nous qui tu as aimé. En nous disant qui tu as aimé, on pourra savoir qui tu es. Et au passé simple, parce que le passé simple, c'est le mode narratif d'une action qui n'a eu lieu qu'une seule fois. Et dans notre vie, les actions, elles ont lieu qu'une seule fois, puisque il ne sera plus jamais le 17 avril 2023 dans l'univers à Saint-Denis, à l'université de Paris 8. Ça a existé une fois et ça n'existera qu'une seule fois. Voilà le mystère de ce titre, la découverte de l'amour et du passé simple. Voilà, je pense que j'ai à peu près correctement résumé le propos de mon travail. Et j'attends de vous des questions pour pouvoir y répondre et préciser un peu tout ce qu'il en est. Merci de votre écoute. Je vais donner le micro à Kenza, qui a préparé une jolie boîte à questions, n'est-ce pas ? Et en fait, toutes les questions des étudiants sont dedans, mais comme nous en avions parlé avant, rien n'empêche que durant votre intervention, M. Benaïch, rien n'empêche que vous ayez des questions qui viennent juste d'atterrir dans votre esprit. Ce n'est pas un problème du tout, au contraire. Voilà. Donc, on pourrait peut-être faire comme ça. Kenza pose des questions, donc ça peut être... c'est toi qui choisis. Et sinon, n'hésitez pas à lever la main. Merci. Donc, du coup, oui, on a les questions de l'auteur, du livre de l'Étoile et le voyage de Mémé. Donc, c'est toutes les questions qu'on a mises sur le drive voilà, en cours avec Ferrugia. Donc, on va commencer par les questions sur l'auteur, avec bien sûr les noms des personnes qui ont écrit les questions. Alors, de Lison, dans la découverte de l'amour et du passé simple, vous dites que la répétition est un mode de vie, quand le narrateur parle de Monsieur Duport, son professeur d'allemand. Qu'entendez-vous par là et pensez-vous que c'est le cas pour Étoile ? Est-ce un mode d'écriture qui vous caractérise ? Oui, j'aime beaucoup cette question parce que donc elle fait référence à Monsieur Duport, qui est le professeur d'allemand. Ben, il se trouve que, comment vous dire, je fais de la répétition un mode de vie, notamment pour ce professeur d'allemand. C'est-à-dire qu'il était invariablement toujours habillé de la même façon, de la tête aux pieds, des chaussures à la cravate, toute l'année. Et son cours se passait toujours exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il prenait un texte, il le lisait en allemand,
il le traduisait en français, et ensuite, en allemand, il nous posait des questions et on était obligé de répondre en allemand. Voilà, exactement pendant les 2 heures de cours, toute l'année, invariablement, c'est comme ça qu'il faisait. Et donc, si vous voulez, quand j'ai essayé de décrire Monsieur Duport, je me suis dit, le principe de description de Monsieur Duport, c'est la répétition, parce que son principe de vie, c'était la répétition. Par ailleurs, je pense que la répétition a un rôle fondamental en littérature. Pourquoi ? Tout simplement parce que si la littérature reprend le réel, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et ça recommence. Et ainsi de suite. Donc, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, etc. Donc, le temps, c'est la répétition. Il y a un très grand philosophe qui, pour définir le temps et sa répétition, a trouvé une formule que je trouve absolument extraordinaire pour définir le temps. Ce grand philosophe, c'est Hegel, et il a dit « Le temps, c'est ce qui disparaît en apparaissant, et c'est ce qui apparaît en disparaissant. » Donc je répète la formule parce qu'elle est magnifique. C'est ce qui disparaît en apparaissant et ce qui apparaît en disparaissant. Voilà le principe de ma répétition. Merci pour votre réponse. Donc, on va passer sur une question sur le livre de l'étoile, de Marie. Alors, extrait de livre d'étoile, page 32-33. Ah non, je mélange tout, j'ai oublié. Ces filles, elles, sont déjà parties en France. Elle est seule avec Léon maintenant, ma fille Esther avec son mari. Un homme, il passe dans le couloir pour servir du café. C'est bien organisé, les trains quand même. Mais je demande pas le prix. Le monologue intérieur d'Étoile est ici bousculé par l'agent de train qui crée, sans mot de transition, un lien avec le réel, mais qui ne rompt pas pour autant son fil de pensée. Comment arrivez-vous à obtenir ce concept de réflexion en roue libre ? Quel processus d'écriture utilisez-vous ? Et votre inspiration vient-elle d'une auteur en particulier ? Oui, belle question aussi. Si je raconte dans quelles conditions j'ai écrit le livre d'étoiles, vous allez peut-être comprendre ma réponse. Et j'aurai deux plans. Pour ma réponse, d'abord l'origine du livre et ensuite la technique que j'ai utilisée pour restituer le discours d'Étoile. En rappelant d'abord que ma grand-mère est analphabète. Donc, le livre d'Étoile, c'est la reconstitution du film sonore qui se déroule dans sa tête, alors que un soir, on est venu la voir et on lui a dit « Le pays où tu habites et où tu vas laisser 2000 ans de cimetière, des tombes depuis 2000 ans, tu vas les laisser, tu t'en vas demain matin. » Donc, imaginons une femme de 70 ans, analphabète, qui doit s'exiler. On vient la voir un vendredi soir et on lui dit samedi matin, tu t'en vas. Tu prends une valise et tu t'en vas. Imaginons ce qui se passe dans sa tête et le traumatisme que ça peut créer. Voilà l'origine du livre d'Étoile. C'est cette réalité-là, historique, qui est particulièrement choquante et traumatisante. Maintenant, dans quelles conditions j'ai écrit ce livre ? Il se trouve que j'étais invité pour le voyage de Mémé dans beaucoup d'écoles. J'ai fait le tour de la France avec ce livre. C'est assez étonnant. J'ai des archives, j'ai une armoire entière d'archives. Parfois, j'allais dans une école et je rentrais chez moi avec 50 ou 60 dessins de ma grand-mère et de moi-même pendant le voyage. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Un jour, j'ai été dans une école à Cergy-Pontoise et de 8h30 à 11h30. Et à 11h30, l'instituteur m'a dit « Si vous les voyez aussi agités que ça, parce qu'ils étaient très agités, les élèves, ils me posaient des questions, mais ils étaient vraiment très, très agités. Eh bien, c'est parce que
il y a tellement de misère dans ce quartier qu'ils font un seul repas par jour, c'est à la cantine. Donc moi, je fais cours. Aujourd'hui, je vous ai invité le matin, bien sûr, mais je ne fais cours que l'après-midi, parce que le matin, ils sont trop dissipés pour suivre mon cours. Et l'après-midi, comme j'ai 24 nationalités dans ma classe, les mères des élèves viennent dans ma classe pour traduire mon cours, parce qu'il y en a qui ne parlent pas français. Donc, je me suis vu, quand je suis rentré l'après-midi chez moi, je me suis vu, à la différence de Sartre, qui, quand il a refusé le Nobel, a dit « Que vaut le regard d'un enfant qui a faim à côté d'un prix littéraire ?» Moi, je me suis dit, j'ai été invité dans une école où des enfants m'ont posé des questions sur mon livre alors qu'ils avaient faim. Et je ne sais pas pourquoi cette situation-là m'a révolté. C'est un peu normal sur le plan humain. Et c'est à cause de ça que je me suis dit, je vais en quelque sorte venger ces enfants qui ont faim et qui font partie du tiers-monde, de la partie la plus pauvre de l'humanité, à travers ma grand-mère, en restituant la mémoire de ma grand-mère et le film sonore qu'elle a dans sa tête quand on lui demande comment tu as fait pour venir d'Algérie et qu'elle répond comment elle a quitté l'Algérie, évidemment pas à pied. Voilà ma réponse. La technique que j'ai utilisée pour finir, juste une chose à dire, la technique que j'ai utilisée, c'est tout simplement que un écrivain, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à la place des autres. Donc j'ai essayé de me mettre à la place de ma grand-mère dans la même situation et d'imaginer. Donc si on ne fait pas preuve d'imagination, ben, on n'est pas écrivain. Tout simplement, ce qui pouvait se passer dans sa tête dans une situation de traumatisme telle d'une femme de 70 ans, analphabète et en exil. Merci pour votre réponse. On va passer à une question sur le voyage de Mémé. Comme ça, je veux bien. Assez longue. Quoi ? Ah, de Chris. Alors, Monsieur Benaïch, nous savons que le voyage de Mémé a été adapté en 92 à Paris, au théâtre, dans une création de Claudia Morin, avec Jacqueline Payel et Guillaume Briat. Tout comme votre ouvrage, L'essuie-main des pieds, 1981, Gallimard, qui lui aussi a donné lieu à une adaptation théâtrale créée au théâtre de l'Est parisien en 82 par Pierre Ascaride et Martine Drey. Quelle serait votre réaction si aujourd'hui vous receviez une proposition de la part du Théâtre national algérien Mathiedine Bachtarzi, désolé pour la prononciation, disant qu'il souhaite de nouveau adapter le voyage de Mémé et qu'il sera joué dans l'ancien théâtre de Batna, tout en y important la pièce La Halka, qui a déjà été utilisée avant par certains grands noms du théâtre algérien, tels que Kadour, Naïmi, Katab Yassine, Rachid Xentini, Mahieddine Bachtarzi, Abdelkader Aloua. Mais aussi des chansons qui rappellent le répertoire des musiciens algériens comme Lynn Montier, Edmond Nathan Yafil, Fadela Dziria, Lili Labassi et Lili Boniche Abderrahman Amrani. Ah bah, sans hésiter, je dis je serais fou de joie parce que savoir qu'en Algérie on joue mes livres en pièces de théâtre serait une satisfaction extraordinaire. Je dois vous dire que avant la guerre contre les islamistes, un journaliste d'origine algérienne, un kabyle algérien qui travaillait... aujourd'hui, il est à TV5, mais avant, il travaillait à l'hebdomadaire La Vie catholique, qui s'appelle Slimane Zeguidour, m'a dit que avant la guerre contre les islamistes, mes livres étaient lus de la primaire, depuis les classes primaires jusqu'à l'université. Mes livres étaient connus, j'étais un écrivain très connu en Algérie, donc je m'en félicite. Et si c'était adapté au théâtre, alors là, ce serait formidable. Je courrais le plus vite possible pour le voir et voir le résultat. Ce serait un grand bonheur et un grand encouragement
sans hésiter, évidemment. Je tiens à dire que j'ai connu ma grand-mère Étoile, donc elle est née à côté de Tlemcen, dans une petite ville qui s'appelle Nedroma. J'ai connu comme institutrice qui m'avait invité pour le voyage de Mémé dans sa classe, la fille du maire de Nedroma. Et le maire de Nedroma lui avait fait dire, donc c'était son père, le maire de Nedroma, il avait fait dire que j'étais invité quand je voulais à Nedroma, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Très bien, merci pour votre réponse. Une question sur l'auteur maintenant. Alors, une question de Nayab. Dans votre roman autobiographique Le voyage de Mémé, vous racontez votre expérience en France accompagnée de votre grand-mère. Qu'est-ce qui vous a poussé à partager cette histoire avec le public et quelle est l'importance de la famille dans votre vie et votre travail? Vous êtes également connu pour votre travail dans le domaine du cinéma. Comment votre expérience de réalisateur a-t-elle influencé votre écriture et quels sont vos projets futurs dans ces deux domaines artistiques? Non, alors là, sur le cinéma, il y a une erreur parce que j'ai pas d'expérience. On me confond avec quelqu'un d'autre. Je sais pas où il y a eu un problème. Pour la première partie de la question, l'importance de la famille, tout simplement, une famille juive d'Algérie, la première chose, c'est la famille, évidemment. C'est le lieu, le milieu dans lequel on évolue. Et c'est pas compliqué à dire que ça commence là. Donc, Maintenant, il y avait une autre partie de la question qui était l'aspect autobiographique de... Qu'est-ce qui vous a poussé à partager une histoire? Voilà. Alors, effectivement, je pense que c'est pas banal. C'est pas banal du tout comme histoire que d'avoir été à pied. Donc, la rue Truffaut, ça se trouve à peu près vers la place Clichy à Champigny, à Paris. Pour ceux qui situent à peu près le plan de Paris, c'est vers la place Clichy, c'est le 17e arrondissement, c'est l'ouest parisien. Pour aller à Champigny, il faut faire place Clichy, Pigalle, Stalingrad, Jaurès, Colonel Fabien, Couronne, Nation, tout le cours de Vincennes, tout le bois de Vincennes, tout Joinville, la ville de Joinville, et seulement après Champigny. Donc, si vous voulez, ça fait 25 km à pied quand même. Faire 25 km à pied avec une dame de 70 ans qui habillait tout en noir parce qu'elle est veuve et qui porte le foulard et qui ne veut pas faire autrement que marcher à pied et qui vous explique que c'est à pied qu'elle se déplace, c'est pas banal. Donc, c'est une histoire que j'ai utilisée pour expliquer au nord ce qu'est le sud et au sud ce qu'est le nord, c'est-à-dire la différence de mentalité. Il y a un passage dans le voyage de Mémé où elle voit un homme par terre, je lui dis que c'est un clochard, et elle ne veut pas croire que dans un pays développé comme la France, des gens vivent par terre, boivent au lieu de manger et dorment dehors. Elle ne veut pas le croire. Donc, et elle a bien raison, oui, c'est son côté humain. Donc c'est ça que j'ai voulu faire en opposant le nord et le sud. Le petit enfant a son corps défendant, il représente le nord, parce qu'il comprend les deux côtés de la situation. Il comprend sa grand-mère et il comprend qu'on vit autrement ici. Donc en quelque sorte, le narrateur, Simon, le petit-fils, et l'écrivain donc qui écrit Le voyage de Mémé, il est obligé d'avoir les deux positions, à la fois celle du petit-fils d'Étoile et en même temps de Mémé, donc, et celle de celui qui lui explique que le Nord ne fonctionne pas du tout avec les mêmes critères que le Sud, et on le voit tous les jours dans l'actualité. Alors, j'ai une question. Vous dites que une chose est très importante pour vous, c'est la famille. Mais en même temps, vous êtes face à cette dame âgée, votre grand-mère, qui vous dit tout le temps « Viens en marche, mon fils, viens en marche, mon fils ».
Finalement, cette mémé qui est votre grand-mère, est-ce que parfois vous l'avez trouvée agaçante? Est-ce que vous la compreniez? Est-ce que vous étiez très proche d'elle? À ce moment-là, le Simon qui était tout enfant, comment il percevait sa grand-mère? Alors, elle est très attachante, évidemment. Donc, j'essaye le plus possible de ne jamais m'énerver avec elle. Maintenant, effectivement, elle peut être agaçante. C'est-à-dire que, comme quand elle vous dit on a le temps, elle s'arrête devant une vitrine, elle commente ce qu'elle voit, etc. Donc elle fait comme si elle avait tout son temps, et elle vous dit bon ben, même si on arrive demain ou après-demain, c'est pas grave, on a le temps, on n'est pas obligé de se presser, etc., etc. Donc effectivement, mais je me retiens par amour filial, si vous voulez, de m'énerver contre elle, parce qu'en plus, elle a quand même une différence d'âge entre 14 ans et 70 ans. Je ne veux pas m'énerver contre une vieille femme de 70 ans qui est ma grand-mère, si vous voulez. Donc, voilà. Mais effectivement, parfois, elle a des réactions qui m'agacent. À un moment donné, dans le voyage de Mémé, elle se souvient qu'on passe dans un endroit où il y a un cousin qui habite là, mais je n'ai pas l'adresse. J'ai pas l'adresse. Je sais qu'il habite dans le quartier, mais j'ai pas l'adresse. Et alors, elle me dit, pour voir qu'elle se croit toujours au bled, si vous voulez, elle me dit, bon, on va demander à quelqu'un dans la rue de nous dire où habite le cousin, un machin. Donc, comme si n'importe qui dans Paris pour savoir qui habite où. Voilà le propos de cette femme qui est en même temps tellement attachante, parce qu'elle est très humaine, si vous voulez, elle est restée très humaine. Et voilà, donc c'est... Elle était mal aimée. Ah, il y en a certains qui estiment qu'elle était méchante parce que, disons qu'elle s'engueulait souvent avec ses belles-filles. Bon, voilà, ça c'est... Mais moi, c'est pas mon problème. Moi, j'étais son petit-fils, j'étais pas une belle-fille. Elle s'entendait plus ou moins avec une belle-fille, comme beaucoup de belles-mères euh, se fâchent avec leur belle-fille. C'est un classique de la vie en communauté. Voilà. Il y a une question dans le public, donc je vais passer le micro. En fait, ça fait 2 fois, d'après vos réponses, que je me pose une question qui est quelle est la réception de vos livres en Algérie, en fait, tout simplement? Alors, elle a été très importante à une époque. Je vous dis, avant la guerre entre le gouvernement et les islamistes. Depuis, je ne sais pas. J'ai aucune idée de ce que c'est devenu. Je n'ai pas d'informations parce que j'ai pas rencontré depuis des gens qui fréquentent souvent l'Algérie, donc ou régulièrement, si vous voulez. Donc, je ne peux pas répondre depuis pour les années 2000 à aujourd'hui. Je ne sais pas, mais à une époque, j'étais lu, commenté et critiqué. Je vous dis en primaire, en secondaire et dans le supérieur. Vous avez fait des rencontres un peu comme vous décriviez tout à l'heure avec des enfants aussi là-bas? Non, j'ai jamais été invité D'accord. à rencontrer. Je savais que j'étais lu, mais j'ai jamais été invité. Merci. Je t'en prie. Ah, si, à une exception près. J'ai été invité à l'université de Tlemcen et ça n'a pas pu se faire. Alors, il y a une question de Nadé. À la fin du livre Le voyage de Mémé, vous mentionnez le fait que Mémé est la grand-mère que vous aimez le moins. Est-ce vraiment le cas? Comment votre entourage, surtout paternel, a-t-il réagi à cela? Alors, effectivement, si vous voulez, j'ai 2 grands-mères, une maternelle et une paternelle. Je vivais pratiquement tout le temps, puisqu'on habitait à 50 mètres l'un de l'autre, chez ma grand-mère maternelle et mon grand-père maternel. On vivait chez eux. C'est-à-dire que notre appartement et le leur, il y avait 50 mètres à faire pour aller les voir. Donc on vivait tout le temps chez mes grands-parents maternels. Tandis que ma grand-mère
paternelle, Étoile, elle vivait beaucoup plus loin que ma grand-mère maternelle, donc il fallait faire un certain chemin dans la ville pour aller la voir, chez elle. Elle habitait seule parce qu'elle était veuve, son mari était mort en 1945. Et je dois vous dire aussi qu'il y a une raison très importante, c'est que ma grand-mère paternelle, donc Étoile, elle était très religieuse, elle tenait beaucoup à la religion et elle est très souvent à la synagogue. Donc elle fréquentait beaucoup un de mes oncles et une de mes tantes qui étaient très religieux et qui faisaient la viande cachère, qui faisaient toutes les fêtes juives, qui allaient à la synagogue le vendredi, le samedi, etc. Est-ce que nous, non, on était beaucoup plus tranquille avec ça. On faisait les repas des grandes fêtes, comme Kippour, comme Pâques, etc. Mais on n'était pas aussi religieux que ça. Et donc, j'étais beaucoup plus proche, à cause de ça, de ma grand-mère maternelle plutôt que paternelle. Une dernière raison, c'est que ma grand-mère maternelle, elle parlait aussi bien français qu'arabe, les deux langues, aussi bien, tandis que Mémé Étoile, elle parlait qu'arabe. Pratiquement, elle connaissait presque aucun mot en français. Donc si on ne comprenait pas l'arabe, nous les enfants, ben, on ne la comprenait pas. Moi, j'étais l'aîné dans la famille, donc je comprenais un peu l'arabe, mais mes frères et sœurs, par exemple, qui ont 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans de moins que moi, ils n'ont jamais parlé avec Mémé parce qu'ils ne la comprenaient pas. Moi, je comprends un petit peu l'arabe, donc je pouvais parler avec elle. Très bien, merci. Oui. Il y a une question dans la salle. En fait, il y a une question trop longue, mais c'est Yacine, il n'est pas là. Excuse-moi, Kenza. Donc, en fait, il liait donc, le nom d'Étoile à Nejma de Katabi Yacine, puisque, donc, je ne sais pas, Étoile, Esther, enfin, Estrella en espagnol, et il a lié le nom de Étoile à Nejma. Il parle de clin d'œil, oui ou non? Est-ce qu'il y a un clin d'œil à Katabi Yacine? Absolument. Ben, quand j'ai décidé de nommer ce livre le livre d'Étoile, comme on l'appelait Nejma, je me suis dit, je vais écrire le livre de Nejma. Mais à cause de Katabi Yacine, je n'ai pas voulu prendre le prénom du livre de Katabi Yacine, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Nejma. Donc je me suis interdit d'utiliser Nejma, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre d'Étoile. J'ai mis Étoile, ce que certains d'ailleurs m'ont reproché, en disant j'aurais très bien pu mettre le livre de Nejma. C'était pas forcément disgracieux par rapport à Katabi Yacine, mais moi, j'avais des scrupules. J'ai une petite question. Oui. Alors, vous parlez du dialogue nord-sud dans le voyage de Mémé. Vous parlez du voyage nord-sud dans le voyage de Mémé, que ce qui se passe, le fait qu'il marche en commentant ce qu'il voit, pour vous, c'est une manière de transposer un dialogue qui se ferait entre le nord et le sud. Dans votre enfance, comment vous avez vécu cette double culture? Vous étiez français, enfin, né en France, vous avez grandi en France, mais en même temps, votre famille avait un passé qui venait d'une autre culture. Ben, tout simplement, je vais répondre par une façon très concrète. Quand je rentrais de l'école et que je n'allais pas à la cantine, hein, parce que entre 11h30 et 1h30 à l'école primaire, je n'allais pas à la cantine. Je rentrais à la maison pour manger parce que je ne supportais pas la nourriture de la cantine. Donc déjà, ça vous dit un peu que j'étais tellement habitué à la nourriture familiale et celle de ma mère que je n'allais pas à la cantine. Et ensuite, comme on habitait au 3e étage, dès le rez-de-chaussée, je me bouchais le nez, parce que comme c'était l'heure du déjeuner, les gens dans l'immeuble, ils faisaient la cuisine au beurre. Et ça m'écœurait, la cuisine au beurre. Donc je me bouchais le nez pour monter les 3 étages. Et je frappais à la porte et je disais à ma mère d'ouvrir vite la porte, parce que je disais, maman, ils font la cuisine au beurre, ça sent mauvais.
Voilà, donc c'est concrètement, si vous voulez, la différence entre le nord et le sud, c'est déjà dans l'assiette, dans la cuisine. Et la cuisine, c'est le matin au petit déjeuner, le midi au déjeuner et le soir. Donc ça se répète 3 fois par jour, hein, la cuisine. C'est pas rien du tout. Et par ailleurs, il y a des modes de vie. Il y a des modes de vie qui sont décrits donc dans le voyage de Mémé, comme par exemple le fait qu'il y ait des clochards, le fait qu'elle dit bonjour à tout le monde dans la rue. Alors je lui demande, mais il ne faut pas dire bonjour à tout le monde, on ne les connaît pas. Mais si, ils habitent la même ville que nous, donc il faut leur dire bonjour, c'est des voisins. Donc pour elle, si vous voulez, tout le monde est un voisin. C'est pas non seulement à Paris, mais en France, en Europe, dans le monde entier, tout le monde est le voisin de tout le monde. Elle n'imagine pas, comment dire, que quelqu'un soit étranger, finalement. C'est marrant, parce que elle est considérée comme une étrangère en France, mais elle n'imagine pas la notion d'étranger et d'étrangeté. C'est ça qui est étonnant pour elle. Tous les êtres humains sont des êtres humains, ils se fréquentent les uns les autres, puisqu'ils se côtoient, ils sont dans la même ville. Voilà des exemples Voilà, un autre exemple que je cite dans le voyage de Mémé, c'est qu'elle voit que dans une boutique, elle voit des bouteilles d'eau qui sont exposées dehors sur le trottoir, une épicerie. Il y a des bouteilles d'eau minérale. Et elle est très choquée du fait qu'on vend de l'eau. Parce que l'eau, elle dit, dans la Bible, c'est gratuit. On doit avoir de l'eau pour se désaltérer. C'est un besoin naturel. Je ne comprends pas que l'eau fasse l'objet d'une marchandise. Et ainsi de suite. Voilà, c'est un certain nombre d'exemples. Et ces exemples-là traduisent, en fait, la différence entre la mentalité du Nord, le Nord capitaliste, impérialiste, qui est matérialiste, pour qui tout a une valeur, et dont le principal référent, c'est l'argent, alors que pour ma grand-mère, c'est pas du tout l'argent, c'est le côté humain de la vie qui prime. Merci pour votre réponse. Alors là, nous avons une question de Assia. Dans le roman, vous appelez les gens le souffle. Est-ce un jeu de mots avec le mot arabe yatanafa, qui veut dire le souffle, mais qui vient du mot nafs, qui signifie l'âme? Le jeu de mots serait-il sur le souffle de la vie, des âmes, des gens? C'est dans le livre d'étoiles. Assia, J'appelle quoi le souffle? les gens. Les gens? Oui, c'est ça, hein. Assia, ne te cache pas. Oui, c'est ça. C'est dans quel livre? C'est dans le livre d'étoiles? Dans le livre d'étoiles, en fait, oui, elle fait une petite réflexion autour de... Oui, mais en fait, enfin, pardon, Étoile, elle fait une réflexion là, lors de... Oui. Voilà, elle parle des gens, les gens, et elle dit nefs, le souffle. Ah, je ne vois pas très bien ce Tu vois, passage. Assia, qu'il aurait fallu Je vois pas très bien, je citer un comprends pas. extrait pour que l'auteur Ah oui. ait devant les yeux un Si extrait. vous avez l'extrait, ça m'arrangerait, parce que l'auteur, sinon, voilà. j'ai pas souvenir suffisamment de Voilà. tous les passages Ah, de mon livre. la répétition, ça sert beaucoup. En attendant Désolé, que je oui. trouve une autre question. Oui. Est-ce que Mémé, est-ce que vous lui avez dit que vous avez écrit un livre sur elle? Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle l'a su? Alors malheureusement, ma grand-mère est morte bien avant que le livre existe, puisque le livre a existé en 1982 et que ma grand-mère est morte en 1974. Mais si ça peut vous rassurer, plusieurs fois, j'ai rêvé d'elle et j'ai rêvé qu'elle avait lu Le Voyage de Mémé et le livre d'étoiles, et elle me dit: moi, j'aurais peut-être pas écrit exactement comme toi, mais tu t'en es bien tiré, c'est pas trop mal. Ah bah justement dans l'écriture. Eh bien, nous avons une question de Paul. À quoi ressemble la journée type routine de travail d'un écrivain qui est aussi négociant en vin? Qui a été, hein. Qui a été de 68 à 78, j'ai fait des études de philosophie à la Sorbonne. De 78 à 88, mon père étant négociant en vin, j'ai travaillé avec lui. Donc pendant les 10 ans qui ont suivi mes études, j'ai pas enseigné tout de suite, j'ai vendu du vin.
Et en 88, je suis devenu professeur de philosophie dans l'Académie d'Amiens et dans l'Académie de Créteil. Donc, la journée type d'un écrivain, c'est tout simplement que, après avoir dormi, il se lève, il prend son petit déjeuner. Le matin, moi, je consacre tous mes matins, encore aujourd'hui, au courrier. Au courrier. Donc, ça veut dire que où je réponds par écrit, mais c'est de moins en moins vrai, au courrier que j'ai reçu la veille, ou bien j'envoie des mails et des SMS. J'ai une activité de travail sur le courrier. Ensuite, je déjeune. Et puis l'après-midi, si j'ai quelque chose à écrire, je continue ce que j'ai commencé ou j'entreprends une nouvelle œuvre. Voilà. Le soir, j'ai 2 enfants qui sont grands aujourd'hui, mais à l'époque où je les élevais, j'étais près d'eux et je m'occupais d'eux. Ok, alors une nouvelle question de Asia. N'avez-vous pas eu peur d'alimenter certains clichés dans vos livres? Lesquels? Asia, si tu veux le micro. Quels clichés? Je veux bien avoir des clichés, mais je voudrais bien savoir. Lesquels? Oui, s'il entend. Non. Oh mon Dieu. Les clichés sur le fait que les étrangers, quand ils viennent en France, ils restent analphabètes, qu'ils ont du mal à s'intégrer à la France, que leur première culture reste et prédomine en fait. Non, je n'ai pas du tout eu peur de ça, parce qu'à 70 ans, on ne va pas proposer à une grand-mère de prendre des cours pour apprendre le français, etc. Donc ça n'alimente aucun cliché, là. Si j'avais écrit un livre pour dire qu'il ne fallait pas que les enfants d'aujourd'hui s'assimilent ou apprennent le français ou participent aux cours du collège ou du lycée comme les autres, là, oui, effectivement, on pourrait discuter. Mais avec Mémé, étant donné le personnage que c'est, je n'alimente aucun cliché. Non, ça, j'ai pas peur du tout de ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Oui. Bonjour. Pardon. Donc, à ce que j'ai compris, donc la trilogie que vous êtes en train d'écrire, qui s'appelle La découverte de l'amour et du passé simple, elle retrace un peu votre parcours plutôt adolescent. On arrive à... Donc en fait, et vous avez aussi... Désolé, je m'embrouille parce que ça vient de me venir à la tête. Mais vous avez dit que vous donnez une voix à ceux qui n'en ont pas eu. Vous laissez une trace des personnes qu'on n'a pas pu entendre et dont on ne connaît pas leur histoire. On n'aurait jamais pu la connaître si vous aviez écrit. Et ensuite, vous retracez un peu votre vie. Donc là, vous en êtes à l'adolescence. Et je voulais savoir si vous aviez prévu d'écrire un roman un jour, peut-être soit un dernier roman ou quelque chose comme ça, où c'est le Gilles Benaïch de maintenant, de 2023, qui s'exprime et qui fait une sorte de rétrospection sur sa vie avec sa voix actuelle, plutôt que partir sur ses voix anciennes. Et voilà. Je ne sais pas si c'est très bien. Alors, j'aime beaucoup cette question, parce que oui, j'en ai écrit un déjà que j'ai publié, et qui s'appelle Pessard 5711, qui veut dire Pâques 1951. Pourquoi? Je dis que j'ai déjà évoqué ça. La structure du livre est la suivante. Pendant Pâques, les Juifs lisent tous les soirs un passage de la Bible qui s'appelle la Haggadah en hébreu et qui est le moment où les Juifs ont quitté l'Égypte pour aller fonder Israël. Ils sont libérés de l'esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte et ils sont libérés de l'esclavage. Donc,
la fête de Pâques chez les Juifs, ça célèbre la libération d'un esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte, ils deviennent libres en fondant le premier État d'Israël. Donc c'est ça l'histoire de Pâques. La structure du livre, Pessah 5711, c'est que je raconte comment, à chaque fois que j'ai eu une petite amie, une amoureuse, quelqu'un qui devait devenir ma femme, je l'ai invitée à la fête de Pâques qu'on faisait chez mes parents. Et ma mère en profitait pour raconter à mon amoureuse ou ma future femme qu'à 3 ans, j'avais refusé de manger du pain azim et qu'on avait été obligé de m'apporter du pain parce qu'au bout de 3 jours, j'étais affamé. Un enfant de 3 ans qui n'a pas mangé depuis 3 jours, voilà. Or, on a su dans toute la ville que du pain était rentré chez des Juifs un jour de Pâques, etc., à cause de moi. Donc, et la structure du livre, elle est conçue de telle façon que je raconte qu'une fois que je suis mort, mes enfants ne font pas Pâques, parce qu'ils ne sont pas religieux, mais ils disent au moment de Pâques, est-ce que tu te souviens que papa avait écrit un livre qui s'appelle Pessah 5711 ? Et après, c'est les enfants de mes enfants et les petits-enfants de mes enfants. Mes enfants sont morts et c'est les petits-enfants de mes petits-enfants qui racontent qu'ils ont eu un ancêtre qui était écrivain et qui a écrit un livre qui s'appelait Pessah 5711. Le dernier chapitre est daté de 57 110. Pas 5711, mais 57 110. Que se passe-t-il en 57 110 pour les gens qui ont vécu au 21e et au 20e siècle? Voilà, donc je l'ai déjà fait. Ça s'appelle Pessah 5711. Et je dois dire que, encore aujourd'hui, quand je lis des pages, franchement, je vous dis, j'ai les larmes aux yeux, parce qu'écrire qu'on est mort, et que ses enfants sont morts, et que sa femme est morte, et que on en est aux petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, plusieurs centaines de générations après, c'est pas évident. Je sais par exemple que ma fille m'a dit que quand elle ouvre ce livre, elle pleure automatiquement aussi. Voilà, donc j'ai déjà fait ce que vous m'avez proposé au moins une fois. Merci beaucoup. Alors ensuite, on a une question de Claude Mar. Monsieur, pour moi, le personnage de la grand-mère ressemble presque à un totem, une figure emblématique. Elle m'a fait penser par exemple aux entités collectives et aux ancêtres presque sacrés des cultures anciennes, notamment africaines. Selon vous, le chemin que cette femme prend et invite son petit-fils à prendre pourrait-il signifier quelque chose de l'ordre de l'ascèse humaine et même d'un chemin spirituel? Pourquoi pas? C'est pas complètement vrai, mais enfin, pourquoi pas? Admettons, disons que oui, le voyage ressemble à une ascèse. C'est à la fois vrai et c'est à la fois faux, parce qu'il n'y a pas de spiritualité dans ce voyage. Tout simplement, c'est factuel, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas prendre les moyens de transport. Pourquoi c'est moi qui l'emmène? Tout simplement parce que j'étais le fils aîné, j'étais l'aîné de la famille. Les meubles ont été dans un camion. Mes frères et sœurs sont partis en voiture avec mes parents. Et comme je connaissais le chemin et que j'étais familier avec ma grand-mère, que je comprenais des mots d'arabe et que je parlais en arabe avec elle, ben, mes parents m'ont dit c'est toi qui es le plus recommandé pour emmener ta grand-mère. On ne sait pas comment faire autrement. Obligatoirement, elle doit y aller à pied. Donc, c'est toi qui es le mieux placé pour l'emmener. C'est pour ça que seulement ils m'ont demandé et j'ai accepté, mais je l'ai fait. Justement, au sujet de ce rapport à la langue, au début du livre, au début du roman Le Livre d'étoiles, vous parlez beaucoup de la langue. Est-ce que votre rapport à la langue française a été conflictuel? Est-ce que c'était difficile de parler cette langue ou de parler l'arabe? Non, mon rapport à la langue n'a jamais été conflictuel, ni en Algérie, ni en France, pour une raison très simple, c'est que j'ai vécu, dès l'Algérie, dans un monde
plurilinguistique. Autrement dit, autour de moi, j'entendais au moins 4 langues régulièrement. J'entendais l'arabe, que 99% de la population parlait, et certains membres de ma famille. Mes parents, quand ils voulaient qu'on ne comprenne pas ce qui se disait, ils parlaient en arabe, donc voilà. J'entendais le français, puisque c'était la langue du colon. J'entendais l'hébreu à la synagogue. Et il y avait une très forte communauté espagnole à Tlemcen, donc j'entendais aussi l'espagnol. Donc ces 4 langues faisaient partie de mon quotidien. Et j'imagine absolument pas, quand j'étais en Algérie, j'aurais jamais imaginé un pays où on parle qu'une seule langue. C'était absolument impossible. Voilà. Une fois que je suis arrivé en France, effectivement, le fait qu'il y ait une domination du français, principalement la langue dominante était le français, ça m'a posé des problèmes, oui, parce que j'ai perdu le rapport à l'espagnol, à l'hébreu et à l'arabe. Et le plus à l'arabe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient arabe autour de nous. Les Arabes en France, c'était une minorité. Donc c'est plutôt, je dirais, le français qui m'a posé un problème quand je suis arrivé en France comme langue, plutôt que le français comme langue dominante. Vous voyez ? C'est plutôt ça qui m'a posé un problème. Mais comme j'adore les mots et que très tôt, j'ai eu l'amour de la langue et l'amour des mots, donc ça m'a sauvé en quelque sorte. Très bien. Ensuite, on poursuit avec une question de Iliana. Vous semblez très bien vous rappeler de votre enfance, jusqu'à pouvoir écrire des dialogues ayant eu lieu des années auparavant. Est-ce là un travail de mémoire ou bien de reconstitution grâce au récit que votre entourage a pu vous raconter sur votre propre enfance? C'est un travail de mémoire, essentiellement. Les récits, non, il n'y a pas de récit. On ne m'a jamais récité quoi que ce soit. Simplement, quand il y avait des réunions de famille, les gens se racontaient les histoires de la famille. Donc, j'ai entendu certaines histoires racontées par mes parents ou mes grands-parents plusieurs fois, donc c'est resté. Mais sinon, tout ce que je fais, c'est de mémoire. Et, comment dire, quand je ne me souviens pas, eh bien, comme n'importe quel écrivain, j'invente. Mais j'invente quelque chose qui est vraisemblable, qui aurait pu être, qui aurait pu se passer. Moi, me vient à l'esprit maintenant une question que j'avais envie de discuter avec les étudiants, mais je pense qu'on n'a pas on n'a pas eu trop le temps, Fabiola. Normalement, c'est une question que Guillaume aurait dû vous poser, parce que Guillaume, il fait une double licence philo et lettres. En fait, moi, donc j'ai pratiquement tout lu à peu près, c'est quel est l'apport ou qu'est-ce que vous faites de la philosophie? Parce que je sens qu'elle est là, la philosophie. Je sens que Mémé philosophe aussi, même si vous dites que, même si on sait qu'elle est analphabète, elle philosophe, en plus elle est très politique. On n'a pas dit que dans le voyage de Mémé, elle parle beaucoup, elle prend sa position par rapport à les chrétiens, les musulmans, la France, l'Algérie, n'est-ce pas? Mais alors, moi c'est la philosophie. Est-ce qu'il y a des philosophes qui sont là dans vos œuvres, et quel philosophe, et vous en tant que en tant que prof de philosophie, est-ce que par exemple vous avez senti justement cette philosophie que vous enseignez, que vous aimez, les grands philosophes que vous aimez, est-ce que vous avez senti qu'ils prenaient part un peu dans l'écriture, dans le roman, chez un personnage, ou alors un peu distillé, etc. Oui, je comprends très bien cette question. J'ai envie de répondre de plusieurs façons. La première façon, c'est de dire, que l'ensemble de mes livres est placé sous le signe de qu'est-ce que ça veut dire pour certains personnages, pour tous les personnages de mes livres, que de vivre sans Dieu. Voilà. C'est en général, les gens que je fréquente, ils sont athées. Ils vont
à la synagogue une fois dans l'année pour Kippour, mais sinon, on peut dire qu'ils sont athées. Or, qu'est-ce que ça veut dire de vivre sans Dieu? C'est un peu... mes livres répondent un peu à cette question de vivre sans Dieu. Et maintenant, si la philosophie est présente dans l'ensemble de ces récits, c'est justement qu'est-ce que ça veut dire que de raconter l'histoire de certains êtres humains en prenant quels critères choisir pour distinguer et qualifier les actes, quelle humanité, quel humanisme. C'est-à-dire que, à mon avis, ce que je veux dire exactement, c'est que derrière toute littérature, il y a une forme d'amour de l'humanité. On n'écrirait pas des ouvrages littéraires si on n'aimait pas l'humanité. Or, qu'est-ce que c'est que l'humanisme qui est inhérent aux ouvrages que j'ai faits? C'est un humanisme que je dirais tout à fait épicurien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Épicure, le grand philosophe de l'Antiquité, dit « La vie commence à la naissance et s'achève à la mort. Et aucun instant ne ressemble à un autre. Tous les instants qui vont de la naissance à la mort se distinguent par leur singularité. » Donc, l'humanisme qui est inhérent à mon travail, c'est un humanisme épicurien, un humanisme que je vais résumer avec une phrase que j'aime bien, qu'on trouve dans le Faust de Goethe, et qui est « Arrête-toi instant, tu es si beau ». Or, les instants se succèdent et ne s'arrêtent jamais. Et l'idéalisme philosophique consisterait à vouloir arrêter un instant. Ce moment où je vous parle, il est tellement beau que j'aimerais qu'il dure. Ben non, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura qu'une seule fois dans l'univers, un 17 avril 2023, à l'Université de Paris 8, et il faut profiter de ce moment unique jusqu'au bout, sans hésiter, parce que ça n'a jamais existé avant, et ça n'existera plus après. Voilà l'humanisme qui anime l'ensemble de mon travail, et c'est un humanisme épicurien, parce que c'est Épicure qui est le premier à développer cette philosophie de l'instant. Dans sa réponse à Qu'est-ce que l'humanisme de Heidegger, Sloterdijk déclarait que, effectivement, écrire, c'était faire des lettres d'amour à l'humanité, et que l'humanisme particulièrement, c'était jamais gratuit, c'est toujours avec une vision de l'humanité. Je paraphrase parce que j'ai plus les citations en tête, mais il disait que l'humanisme, c'était domestiquer l'humanité, c'était faire une humanité. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est donc, vous, c'est quand vous écrivez, quand vous essayez de domestiquer cette humanité, c'est quoi l'humanité que vous voulez avoir? Étant donné qu'on est dans une situation aujourd'hui où des questions d'immigration se posent tout le temps, ou sont ramenées constamment sur la table par certaines personnes et certaines idéologies. Et dans ce cadre-là, vous, c'est quoi l'humanité que vous voulez faire par rapport à vos livres? Avec vos livres, qu'est-ce que vous voulez domestiquer comme humanité? Alors, ma réponse sera très simple et très directe. Pour moi, l'humanité actuelle, elle est préhistorique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle n'est pas historique. L'histoire, l'humanité ne la connaît pas encore. Elle va la connaître un jour, mais elle ne la connaît pas encore. Pourquoi? Parce qu'elle est divisée en classes sociales. La division de l'humanité en classes sociales, pour moi, c'est préhistorique. L'humanité sera historique quand elle aura dépassé sa division en classes sociales. Quand est-ce qu'elle dépassera sa division en classes sociales? À la fin du capitalisme et au début du socialisme. Donc je pense que la transformation du capitalisme en socialisme est une loi inéluctable de l'histoire, et que le XXe et le XXIe siècle sont les siècles du passage du capitalisme au socialisme, le capitalisme étant le dernier mode d'exploitation de l'humanité. Il y a eu l'esclavage, ensuite le servage, et ensuite le salariat. Le salariat, c'est la dernière forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Donc nous sommes dans la phase de transition entre le dernier mode d'exploitation de l'homme par l'homme, qui est le capitalisme,
et le premier mode de non-exploitation de l'homme par l'homme, qui serait le socialisme. On est dans cette phase de transition pendant tout le XXe et le XXIe siècle. Autrement dit, je me dis que on est en 2023, mais en 3000, l'année 3023 par exemple, ou 3500, les êtres humains, ils regarderont 2023 en disant « Ça, des êtres humains, ils faisaient des enfants qui avaient faim, ils faisaient des guerres. » Non, ce n'étaient pas des êtres humains, c'était des êtres préhistoriques. Voilà ma réponse. Merci. Merci. Non, elle va se faire sans moi. Alors, désolé. On a une question de Rebecca Torres Serrano qui nous vient de Cuba et qui nous regarde en ce moment en live sur YouTube. Voilà. Et donc, il y a une question pour vous, monsieur, qui est celle-ci. L'écriture autobiographique peut être beaucoup plus complexe que l'écriture de fiction. Comment gérer son bagage émotionnel pendant le processus d'écriture? On fait avec. Si on est trop ému, on s'arrête. Il y a des moments, quand j'ai écrit le livre d'étoiles, je le dis si vous voulez, je m'arrêtais et j'avais des bouffées d'angoisse, des bouffées d'émotion, parce que je me disais que j'arrivais à découvrir ce qui se passait dans la tête d'étoiles comme jamais j'aurais imaginé. Mais il y a une chose qu'il faut savoir quand on écrit et quand on n'écrit pas. Quand on n'écrit pas, on s'imagine qu'il faut se souvenir pour écrire. Et c'est exactement le contraire. C'est parce qu'on écrit qu'on se souvient. Plus on écrit, plus on se souvient. Tu commences à écrire une phrase. C'était le temps à telle heure dans ma classe de 6e au lycée machin. La deuxième phrase, elle suit. La troisième phrase, elle suit. Et ainsi de suite. Et tout revient, si tu continues d'écrire, l'un après l'autre, les souvenirs reviennent parce que tu écris. Donc voilà la réponse. Je me souviens parce que j'écris. Merci pour Cuba. Et je suis très touché de savoir que Cuba est en train de nous regarder et de dialoguer avec nous. C'est quand même... voilà, donc... j'en profite pour dire mon petit message politique, si je peux me permettre. Vive Cuba et à bas l'impérialisme américain. On devrait applaudir, je pense. Mais bon, non. Merci, merci. Oui, en fait, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié. Effectivement, j'ai une ancienne collègue qui passe beaucoup de temps entre Cuba et la France et qui œuvre beaucoup, justement, pour que vos livres soient lus par des collègues qui forment des étudiants à Cuba. Ils se battent pour vous lire. Donc, j'ai mis vos livres que j'ai scannés illégalement. Je le dis, hein, c'est pas grave. En fait, ils ont accès à notre drive et donc ils lisent les bouquins. Et normalement, on aurait dû avoir des échanges avec les étudiants de littérature, mais malheureusement, les mouvements de grève, on n'a pas eu le temps, mais on aurait dû avoir des échanges. Donc, ils vous lisent. Et je suis très contente. Et donc, je remercie de vive voix Geneviève Barahona qui a permis justement qu'ils se connectent depuis Cuba pour pouvoir vous entendre. Voilà. Et ils vous ont lu. Hein. Bon, ça nous donne l'occasion de dire bonjour à tous les autres. C'est-à-dire, il paraît que la Roumanie, la Grèce, la Macédoine, l'Italie, etc., l'Algérie, le Gabon, le Mali, etc. Donc, on dit bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment dans toutes ces langues différentes et on est ravis d'être avec eux. Comme quoi, on est ici à Paris 8, Saint-Denis, mais on est partout dans le monde grâce à cette communication qui est formidable. Bon, alors Kenza n'ose pas dire qu'on s'appelle aussi Paris 8, Université, donc Vincennes Saint-Denis, mais Université Monde. Ah oui. Voilà, aussi. Et la seule chose de bien dans ce capitalisme, quand même, c'est qu'on est connecté au monde entier. Ça, c'est une belle... Celle-ci, il faudrait la ramener vers le socialisme dans 1 siècle et demi, je pense. Alors, nous avons une question de Alyosha. Dans le livre d'Étoile, le discours intérieur d'Étoile assume la plus grande part de la narration, et la conséquence en est que cette logorée devient presque étouffante.
quelle bienveillance avez-vous en tant qu'auteur à l'égard de ce personnage que vous écrivez, un peu auto-centré, peu à même de prêter attention à la réception de ses paroles et à son auditoire? À partir du moment où j'ai décidé de construire le monologue d'Étoile, effectivement, c'est auto-centré sur Étoile. Mais ça, on ne peut pas reprocher à un livre qui se fixe comme objectif de restituer le film sonore dans la tête d'une femme analphabète en exil, dans des situations différentes comme l'avion ou la vie domestique. On ne peut pas me reprocher d'être auto-centré, puisque c'est le projet même de l'ouvrage, restituer la mémoire d'Étoile. Donc on ne peut pas me dire, étant donné que j'ai voulu restituer la mémoire d'Étoile, pourquoi as-tu restitué la mémoire d'Étoile? C'est nécessairement auto-centré. Ça ne peut pas être autre chose. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, Il faut voir. j'en ai une. Est-ce que finalement, vous avez retrouvé le mouchoir de Mémé? Est-ce que vous êtes retourné à... Non, je ne suis pas retourné chercher le mouchoir. On a oublié cette histoire et le mouchoir était définitivement perdu. J'ai dû faire semblant d'aller le chercher pour faire plaisir à ma grand-mère, mais en fait, j'ai fait semblant. Alors moi j'ai une question, donc je vous l'ai un peu posée, mais j'aimerais bien la reposer parce que là ça concerne au premier chef les étudiants et les étudiantes. En fait, donc j'ai lu jusqu'au volume 3, La découverte de l'amour et du passé simple, et en fait j'ai eu peut-être le malheur, en tout cas je ne le savais pas au moment où je le faisais, d'avoir fait lire Le voyage de Mémé suivi du livre d'étoiles. Et ce qu'on est ressorti des étudiants, c'est que c'était un peu trop lourd. Peut-être qu'il aurait fallu, je ne sais pas, le voyage de Mémé, La découverte de l'amour des passés simples, et peut-être revenir. Mais moi, en l'ayant lu un peu, entre guillemets, dans l'ordre, j'ai l'impression que je retrouve Mémé, narratrice, alors que là, c'est un narrateur. On est autour avec Simon. Simon, il a, comme vous l'avez dit, il est au collège, lycée. Il prépare le bac. Et donc, la question, donc Flaubert, vous savez, quand il écrivait Madame Bovary, là dans le gueuloir, et puis voilà les phrases, il fallait qu'elle soit comme il le voulait, et il disait Madame Bovary, c'est moi. Donc, non, mais très sincèrement, Gilles, je trouve, on a eu beau dire tout à l'heure au début que Mémé apparemment n'était pas très appréciée de la famille, je sais pas, et puis en plus c'était la grand-mère qui avait qu'une seule langue, peut-être un petit peu difficile à comprendre, et je sais pas. Et là je me dis, j'ai l'impression que elle vous a, en tout cas sa façon de dire et de redire et de mettre des parenthèses, etc., de mettre beaucoup de détails et de revenir sur des mots et de reprendre, et on se dit finalement elle voulait dire ça, mais il a fallu 3-4 pages, etc. Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu ce à quoi fait référence donc Alyosha, espèce de répétition, de reprise. Et ma question, en gros, c'est est-ce que Gilles Benaïch peut dire, voilà, Étoile, Mémé, c'est moi? C'est pas faux. Si on écrit un livre qui s'appelle Le voyage de Mémé et qu'on signe Gilles Benaïch, on est les deux en même temps. On est Mémé et on est Gilles Benaïch. On est l'auteur et on est tous ces personnages. Tous ces personnages sont moi-même et moi-même, je suis tous mes personnages. Ça, c'est, je dirais, presque une banalité. Maintenant, si on me dit, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui ne trouve pas normal qu'il y ait des clochards dans la rue? Ben, je lui dis, elle a parfaitement raison. Je pense la même chose. Voilà. Donc, Mémé, c'est moi dans ce sens-là. Dans le sens où elle développe un humanisme, bien, je suis entièrement d'accord avec elle. Voilà, c'est. Je peux pas répondre autrement que quand on invente un personnage, quand on n'invente pas, je veux dire, on restitue dans la littérature des personnages qu'on a connus dans sa vie. Forcément, on est soi-même et on est ces personnages-là. C'est indéniable. Quand je décris Monsieur Duport, professeur d'allemand, je suis Monsieur Duport d'une certaine façon, parce qu'il faut que je me prenne pour lui pour pouvoir le décrire comme il était. À la fin du 3e volume, il y a aussi
portrait du professeur de philosophie qui s'appelle André Benzimra, je suis en même temps ce professeur de philosophie que j'ai eu en terminale. Oui. Là aussi, il y a une question. Il y a 2 mains qui se sont levées. Qui est la première? Merci. Moi, j'ai une question dans la continuité de celle de Ferrugia. C'est est-ce que maintenant, avec le recul, vous comprenez mieux toutes les réactions que Étoile a pu avoir et enfin tout ça, alors que à cet âge-là, vous les compreniez pas forcément et voilà. Bien sûr, c'est évident. Avec l'âge, d'abord, je m'approche de l'âge qu'avait ma grand-mère, et je l'ai même dépassé parce qu'elle avait 70 ans, et j'en ai un peu plus. Et donc, évidemment, je comprends beaucoup mieux. Alors qu'à 14 ans, il y a des choses qui pouvaient m'énerver et que j'ai supportées. C'est entièrement vrai. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question sur la notion d'instant unique et celle de la répétition dans les œuvres. Comment vous les faites jouer ensemble? Puisqu'elles ont l'air d'être centrales toutes les deux, mais un peu de s'opposer quand même. Comment est-ce que vous les articulez et pour donner quoi? Voilà. Comment donner l'impression de l'instant unique tout en participant à la répétition? Mais tout simplement, c'est que l'instant unique se répète. Ouais. C'est le côté unique de l'instant qui se répète. Mais, bah oui. On ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire que chaque seconde répète la seconde précédente et annonce la seconde qui va venir. C'est exactement toutes les 3 des secondes, mais c'est 3 secondes différentes. Donc, je ne peux pas vous répondre autrement que l'instant unique se répète. La répétition fait partie de la différence. Différence et répétition, c'est comme les lèvres et les dents. Je peux une autre. Et juste du coup aussi, merci. Et vous dites que la reconstruction, c'est un travail de mémoire, de réécrire, Oui, etc. oui. Et du coup, vous pensez quoi de la notion d'autofiction par rapport à celle d'autobiographie? À quel moment est-ce que ça dérive? Je sais pas. Là, moi, je me suis jamais aventuré dans l'autofiction. Je me contente de l'autobiographie, tout simplement parce que c'est très simple. Une règle dans laquelle je me suis fixé, c'est que je préfère ne raconter que ce que j'ai connu ou vécu. Alors, on va me dire, mais tu n'as jamais connu ou vécu ce qui s'est passé dans la tête de ta grand-mère. J'ai connu ma grand-mère, et en tant qu'écrivain, j'ai voulu inventer, imaginer ce qui s'était réellement passé dans sa tête. Donc, ici, l'autofiction, c'est en quelque sorte l'autobiographie de ma grand-mère par moi-même. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je me suis demandé une chose, je me suis dit, si ma grand-mère avait été écrivain, qu'est-ce qu'elle aurait écrit? Elle aurait écrit le livre d'étoiles. Oui. J'avais une question à propos du fait que vous vous mettiez à la place de certains personnages comme votre grand-mère ou le professeur d'allemand. Est-ce qu'il reste une part de vous dans ces personnages? Partout, tout le temps. C'est une très belle question, mais les livres s'appellent La découverte de l'amour et du passé simple, Simon et Bärbel. Bärbel, c'est le diminutif de Barbara en allemand. Simon et Peggy. Le 4e volume s'appelait 68 et le sous-titre, ce sera Simon et Fanny Laure. Donc, Simon, c'est le dénominateur commun de tout ce que j'écris. Tout ce que j'écris tourne autour de Simon et Simon tourne autour de tout ce que j'écris. C'est mon personnage et je m'appelle réellement Simon. Je signe Gilles Benaïch, mais mon vrai prénom, c'est Simon. Donc, j'ai pris Simon comme prénom du protagoniste principal de toute ma narration. Oui, on voit une main se lever là-bas au fond. Allez-y. Juste, est-ce que je repose la question et je dis la citation? On l'a pas entendu, non, on l'a pas entendu. Oui.
Dans le roman, vous appelez les gens, les êtres, le souffle. Est-ce un jeu de mots avec le mot arabe yatnfs, qui veut dire le souffle, mais qui vient du mot nef, qui signifie l'âme? Le jeu de mots serait-il sur le souffle de la vie, des âmes et des gens? Et votre citation, c'est: ce n'est pas possible, préférer les choses aux êtres. En arabe, l'être, on dit le souffle. Alors plus de souffle ici, mais comment faire? Moi, juif, je parle en arabe, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Plus de souffle en France. La France, c'est sans souffle, c'est ça fait la différence. Oui, c'est parce que là, je comprends maintenant la question, parce que vous m'avez donné le contexte. Je vais faire une comparaison. Quand Étoile arrive en France et qu'elle voit, donc elle descend de l'avion à Marseille, et elle voit le ciel. Et elle dit: ah, mais le bleu du ciel en France, c'est pas du tout le même bleu qu'en Algérie. C'est le même ciel. C'est pas le même bleu. Les mots ne sont plus les mêmes en France et en Algérie. Le mot souffle, qu'on pourrait traduire aussi par âme, l'âme de chacun, eh bien, il n'a plus le même sens quand elle arrive sur le sol français. Voilà la réponse, c'est que en Algérie, les mots ont un sens que les mêmes mots non plus quand on arrive en France, parce que le contexte change, tout le contexte culturel change, et les mots aussi prennent une autre signification, exactement comme quand elle dit « le ciel de France n'est pas le même que... » Il y a peut-être Dieu aussi dans le ciel de France, mais pas du tout de la même façon qu'en Algérie. Voilà. Moi, j'avais une question sur le fait qu'en fait, entre nous, on a beaucoup discuté, décrit votre livre, on s'y est référé en tant que livre pour enfants. Et finalement, à part les anecdotes sur donc, vos rencontres avec des enfants des classes primaires, dans nos discussions là littéraires, il n'est pas spécialement question de ça. Donc, en fait, comment vous vous situez par rapport à cette chose-là? J'aime beaucoup cette question, parce qu'en fait, le fait qu'il a été publié dans des collections pour enfants, c'est un hasard de l'édition. J'ai jamais écrit ce livre pour les enfants. Or, s'il a eu un tel succès auprès des enfants, dans le primaire et dans le secondaire, c'est tout simplement parce que les professeurs, comme ils étaient confrontés à des classes où il y avait des nationalités différentes, eh bien, dans Le Voyage de Mémé, il y a deux modes culturels opposés, deux nationalités différentes, la nationalité algérienne et la nationalité française. Il y a des mots en arabe, et ça, quand j'ai été la première fois dans des écoles, les instituteurs me disaient: je connais aucun autre livre français qui contient des mots d'arabe, des expressions en arabe, des personnes qui parlent en arabe, etc. Donc, si vous voulez, c'est la double appartenance culturelle de mes livres qui m'a fait connaître dans des classes où les instituteurs voulaient avoir des livres qui étaient à la fois lus par des élèves français de France et des élèves français issus du Maghreb. C'est la première fois qu'ils trouvaient un livre qui correspondait aux deux cultures. Voilà pourquoi il a eu ce succès dans les classes de primaire, en collège et en lycée, et même dans certaines universités francophones où j'ai été invité, comme par exemple en Suisse ou en Belgique. Alors, je veux juste poser une question du coup qui vient de moi pour poursuivre celle-ci, et ensuite on aura deux questions qui viennent du live YouTube. Mais vous avez parlé du fait que ce soit la maison d'édition qui ait catégorisé ça comme jeunesse. Donc j'aimerais savoir, et c'est une question aussi qui peut nous parler à nous tous, vu qu'on est en création littéraire pour la plupart, on est intéressé par l'idée d'écrire, de publier. Comment s'est passée votre relation la première fois que vous avez déposé un manuscrit à une maison d'édition, ceux qui l'ont accepté et qui ont publié la première version de votre premier roman, comment s'est passée la relation avec eux, le cheminement pour mener jusqu'à l'édition du manuscrit et tout ça? La première fois que j'ai écrit un texte qui s'appelait Simon, il n'a jamais été publié. J'ai été voir un grand éditeur, les éditions de Minuit,
Et le patron d'édition de Minuit m'a dit « Vous êtes un écrivain, c'est indéniable, mais je ne vais pas publier votre premier livre, je vais publier votre deuxième. » Et il se trouve que le deuxième, après, je l'ai publié chez Gallimard, et non pas, je ne l'ai pas donné aux éditions de Minuit. La première fois donc, que j'ai publié, L'essuie-main des pieds, ce n'était pas dans une collection jeunesse, c'était dans une collection adulte. D'accord. Il a été réédité ensuite dans une collection jeunesse, mais ce n'est pas du tout la même chose. Il a été publié la première fois dans une édition adulte. Et normalement, si Gallimard avait fait correctement son travail, tous mes livres auraient dû sortir chez Gallimard, mais ça n'a pas été le cas. Ce serait compliqué à vous expliquer pour quelles raisons ici. On ne va pas rentrer dans ce genre d'explications qui seraient non seulement compliquées, mais fastidieuses. D'accord, merci beaucoup. En réalité, il y a aussi le fait qu'il y ait du parler juif algérien dans ces livres. Ça a été vu aussi comme, voilà, il y a de l'oralité, donc c'est pour les enfants, en fait. Derrière ça, il y a aussi une forme... moi, je pense que... Je suis son fils. Mon père, il a aussi fait les frais aussi d'une maison d'édition, d'un paysage éditorial à l'époque encore colonial, qui peut le rester même parfois. Et donc, c'est aussi ça, je pense, le fait que ces livres ont été publiés en édition jeunesse, et tant mieux, parce que comme ça, les enfants le lisent. Voilà. L'édition jeunesse, c'est un peu une façon de ne pas publier quelqu'un dans une collection sérieuse. Ça fait jeunesse, ça veut dire c'est pour la jeunesse, c'est pour les jeunes, c'est pour les enfants, c'est pour voilà, c'est une façon de dire que on n'est pas à la hauteur des grands écrivains français qui écrivent en français la belle langue française. Voilà un peu la mentalité qu'il y a derrière. Je vois. Merci beaucoup. Tant que j'étais un écrivain qui raconte son histoire, entre guillemets, pied noir d'Algérie, etc., j'étais acceptable. Mais dès que j'ai mis les pieds dans la cour des grands, on m'a dit non. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, c'est là le néocolonialisme de l'édition. Super. Alors, on a une question de Gianluca, qui est un des étudiants de notre classe, qui a participé à l'organisation de cette rencontre, mais qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est présent avec nous sur le live YouTube. On le regrette. Qui nous dit « C'est quoi le lecteur modèle pour vous ? L'écriture est très chargée, vous écrivez en bloc, le lecteur est un enfant qu'on a par la main, ou bien doit-il chercher au bout de ses logorées le sens ?» Quelle question compliquée. Oh là là. J'ai envie de répondre plutôt que le lecteur est un enfant que je prends par la main pour l'emmener dans les territoires où je me promène. Voilà. D'accord. C'est une belle plutôt réponse. Ça. Et on a Rebecca Torres Serrano, toujours de Cuba, qui nous pose une deuxième question. Déjà, elle nous transmet un grand merci à tous ceux qui ont rendu cet échange possible. Et elle vous demande « Quelle technique littéraire préférez-vous pour amener le public à réfléchir au-delà de ce qu'il lit ?» C'est une question magnifique. Je ne sais pas si je suis capable de répondre à cette question. Vous pouvez la répéter ? Bien sûr. Quelle technique littéraire préférez-vous pour amener le public à réfléchir au-delà de ce qu'il lit ? Je préfère aucune technique littéraire. J'utilise une technique littéraire en fonction du sujet. Dans Le Voyage de Mémé, il me paraît évident que c'est le dialogue qui devait être la technique prépondérante, et c'est le dialogue que j'ai utilisé parce que pendant le voyage entre Paris et Champigny, je dialogue avec ma grand-mère, donc c'est la technique du dialogue. Dans le livre d'étoiles, j'ai utilisé le monologue parce que c'est la technique qui correspondait à mon objet. Mon objet, c'était de restituer ce qui se passe dans la tête d'une femme en exil et qui est analphabète. Donc c'était le monologue. Le monologue, il s'est imposé en fonction du sujet. Ensuite, dans les autres livres, j'ai utilisé à chaque fois et à chaque chapitre une technique qui correspond à l'objet. On a parlé de la répétition tout à l'heure pour le portrait du professeur d'allemand. Eh bien, j'utilise
la technique qui correspond à mon objet. Mon objet m'impose telle technique plutôt qu'une autre. D'accord, merci beaucoup pour Je vous en votre prie. réponse. Merci pour Cuba. Merci pour Cuba. Et est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Allez, je vous emmène le petit micro. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé Voyage de Mémé. Et je me demandais, apparemment, d'après ce que vous dites, vous ne l'avez même pas fait exprès. Moi, ça m'a fait penser à un idéal, pour moi en tant qu'écrivain, qui est d'arriver à écrire comme ça pour tous les publics à la fois, avec un style suffisamment épuré pour devenir simple, être compréhensible de tous et aller vers la profondeur. Un peu comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et donc, je suis surprise de voir que vous l'avez apparemment pas fait tant exprès que ça, puisqu'il y a une frustration que vous évoquez, que ce livre ait été publié en jeunesse, alors que pour moi, vraiment, ce livre, il représente un idéal qui est d'être accessible par la simplicité épurée à tous, et dans la profondeur. Donc, que pensez-vous de cette remarque? Est-ce que vous avez voulu faire ça ou pas? Non, c'est une remarque très profonde et je comprends très bien que vous posiez cette question. Mais je vous réponds très simplement. Avoir vécu une histoire comme ça avec ma grand-mère, c'est une histoire quand même extraordinaire. Tout le monde n'a pas accompagné sa grand-mère sur 25 km à pied pour traverser tout Paris, tout le bois de Vincennes, toute la ville de Joinville et ensuite arriver à Champigny. Donc c'est quand même un événement extraordinaire. Donc j'étais tellement content d'avoir accompli cet événement avec ma grand-mère que je me suis dit, le monde ne peut pas vivre sans savoir que ça a existé un jour et donc il faut que je le raconte. Je l'ai raconté pour que le monde se souvienne à la fois de Mémé et de son petit-fils, pour que ça ne soit pas oublié. Autrement dit, ici, la littérature, elle vise à rendre présents les absents. Parce qu'on serait resté absent si je n'avais pas écrit ce livre. Absolument. Et vous sortez du silence où elle est enfermée. Voilà. Mais disons qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont un but comme ça, qui est lié à leur propre histoire, Oui. et qui n'y arrivent pas aussi bien que vous. Ben, merci beaucoup. Je suis très touché. Alors, c'est une question de Yacine Yousfi, qui doit rapporter le livre d'étoiles à Madame Ferruja Alouache au plus vite. Alors, il nous demande, aujourd'hui que vous avez une vue... Maintenant que vous avez une vue globale sur toute votre œuvre littéraire, seriez-vous tenté de changer l'ordre de publication de vos livres? Si oui, dans quel ordre le feriez-vous? Non, pas du tout. Je vois que mes livres ont été publiés dans l'ordre chronologique et je souhaite qu'ils continuent à être publiés dans l'ordre chronologique. Si j'avais un appel à faire, d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est que il y a des livres qui ne sont pas encore réédités et qui sont épuisés, et j'aimerais trouver un éditeur qui les édite. Notamment, c'est Les Humains des Pieds, Le Voyage de Mémé, Le Livre d'étoiles, l'anniversaire du 28 octobre 1962 et Pessard 5711. Et ils ont été... ils sont plus exploités par aucune maison d'édition et on les trouve d'occasion maintenant en allant sur Amazon, sur Google, etc. Et je le regrette et j'aimerais bien que une maison d'édition s'occupe de les republier. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Attends, je crois que tu avais une question, Kenza? Ok, donc Oui. Alors on aura Kenza, Guillaume, Asia. On fait comme ça. Alors, j'aurais aimé savoir deux choses. Déjà, la première chose, c'est pour revenir à vos prénoms. Donc, nous, on sait déjà la petite anecdote, mais peut-être la partager à tout le monde. Pourquoi vous vous appelez, du coup, Simon, Gilbert, Paul? Oui, un tout petit peu, ce que vous dites dans le... Oui. Je m'appelle Simon, Paul, Gilbert, Benaïch. Voilà. Si on regarde ma carte d'identité,
il y a mon nom, Benaïch, et il y a mes 3 prénoms, Simon, Paul, Gilbert. Si j'ai signé Gilles Benaïch, c'est pour une raison très simple. Le premier jour de ma naissance, mes parents m'ont appelé Gilles. Donc c'est pas un prénom que j'ai inventé parce que j'ai écrit des livres et que je suis devenu écrivain. Pas du tout. Ils m'ont appelé Gilles, pourquoi ? Avant ma naissance, mes parents s'étaient mis d'accord sur les 3 prénoms qu'ils devaient me donner. Et ça devait être Gilbert en premier. C'était en 48, c'était un prénom moderne. Donc ils avaient choisi un prénom moderne, Gilbert. Ensuite Simon, parce que c'était le prénom de mon parrain. Et ensuite Paul, parce que c'était le prénom d'un frère de mon père qui venait de mourir à la guerre. Donc ça devait être Gilbert, Simon, Paul. Quand mon père est revenu le jour de ma naissance de la mairie, et que ma mère a découvert le livret de famille, elle a vu qu'il avait changé l'ordre. Au lieu de mettre Gilbert, Simon, Paul, il avait mis Simon, Paul, Gilbert. Elle était furieuse, ils se sont engueulés, et la famille qui était présente le jour de ma naissance m'a dit, alors elle a dit à mes parents qui se sont disputés sur l'ordre de mes prénoms, appelez-le Gilles. Et c'est resté, on m'a appelé Gilles. Donc c'est pour ça que quand j'ai écrit l'histoire de Simon, j'ai baptisé l'écrivain Gilles, G-I-L. Parce qu'il y avait au moins comme réalité la moitié de Gilbert. Très bien. J'ai juste une dernière petite question. Après, je passerai le micro à Guillaume. J'aurais aimé savoir quel a été l'événement un peu déclencheur dans votre vie qui vous a poussé à écrire. La lecture d'un livre de Sartre qui s'appelle « Les mots », que je viens de relire. Dans les mots, il y a 2 parties. La première partie s'appelle « lire » et la deuxième s'appelle « écrire ». Sartre aime tellement lire que quand il a 5 ans, il ne sait pas encore lire, et il prend des livres et il voit des lignes noires et il invente ce qu'il lit, tellement il aime lire. Donc, voilà. Les mots, dans les mots, Sartre retrace dans quelles conditions il est devenu écrivain. Et j'oublierai jamais la dernière phrase de ce livre, puisque c'est un livre qui explique pourquoi il est devenu écrivain. Quand on a mis de côté le salut, il veut dire le salut avec un grand S, c'est-à-dire Dieu, que reste-t-il ? Un homme, voilà comment il se définit, un homme fait de tous les hommes, qui les vaut tous, et que chacun vaut. Un homme fait de tous les hommes, qui les vaut tous, et qui vaut comme chacun de nous. Voilà la dernière phrase de Les mots. C'est-à-dire que, en quelque sorte, la dernière phrase de Les mots dit que un écrivain, c'est aussi celui qui dit aux autres « Voilà qui je suis et on est semblables. Voilà qui je suis et nous sommes les mêmes. Tu es comme moi et je suis comme toi. Voilà, nous sommes dans l'ordre de l'humanité, nous sommes semblables. » Ma question va rebondir sur ce que vous avez énoncé juste avant, sur le désir de retrouver un éditeur pour faire en sorte que vos livres soient à nouveau disponibles. Si vous avez cette envie que vos livres soient à nouveau disponibles, est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou que vous avez déjà essayé de faire, de mettre vos livres, vos textes en libre accès à travers Internet ou à travers certaines plateformes, de laisser à n'importe qui l'occasion de les lire à travers des écrans? C'est toujours moins bien que du papier pour certaines personnes, mais c'est toujours un moyen de lire les livres et de donner au plus grand nombre l'accès à ces textes. Oui, ça pourrait se faire, je ne serais pas contre. Très bien. Oui. Par contre, j'ai fait une chose que je ne sais pas s'il y a une solution possible, mais j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « L'anti-Macron » et je l'ai mis sur Amazon. Et je ne sais pas pourquoi, mais il se trouve qu'on m'a dit que si on met un livre sur Amazon et qu'on ne fait pas de publicité, on ne peut pas le connaître.
Alors, si il y a des gens qui sont capables de faire la publicité sur ce livre, parce que il est resté inconnu, le seul exemplaire qui a été acheté, c'est moi, pour voir si ça marchait bien. Et ça marche bien. Alors ma question c'est, êtes-vous finalement devenu communiste comme votre oncle? Je le suis devenu et je le suis resté. Mais je dirais qu'il y a communisme et communisme. Hein. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, le Parti communiste français n'est pas un parti communiste. Voilà. Donc, si j'ai précisé les choses, voilà. Moi, pour moi, le communisme que je connais, c'est le communisme de Marx. Et j'ai beaucoup lu Marx. Après 68, je me suis attaché à lire Marx pour comprendre pourquoi 68 s'était passé comme ça s'était passé, pourquoi la révolution de 68 a à la fois réussi et échoué. J'avais 20 ans, j'étais sur les barricades, j'ai occupé la Sorbonne, j'ai libéré la Sorbonne, j'ai quitté la Sorbonne, j'ai été avec mes camarades de la Sorbonne aux usines Renault. La CGT nous a fermé les portes en nous chassant et en nous traitant de flics. Oui, la CGT, ainsi que le PCF de l'époque. Voilà. Donc, si vous voulez, je suis communiste dans le sens de Marx. Je vais résumer ce que je veux dire par une citation de Marx, justement, qui est très peu connue. Dans sa correspondance, en 1857, il écrit, et ça donnera une idée de ce que je pense de la situation actuelle, en 1857, hein, n'est-ce pas? Il écrit « Tant que la bourgeoisie n'aura pas à réaliser le marché mondial, il ne se passera rien de sérieux en matière de révolution socialiste. » Autrement dit, au milieu du 19e siècle, quand Marx pensait à la révolution socialiste, il pensait qu'il fallait que la bourgeoisie réalise d'abord le marché mondial et qu'ensuite une révolution socialiste valable pourrait s'imaginer. Je dis ça pour, en même temps, je pense, puisqu'on est écouté par eux, réconforter les camarades de Cuba qui nous écoutent, parce que ça forme un écho quand même assez important, à mon avis, au socialisme préhistorique qui ont vécu au XXe et au XXIe siècle. Et qu'on a connu, et qu'on connaît toujours. D'accord. Merci, camarade. Encore une question, peut-être, Paul? Une seule? Oui, encore une question. Parce qu'en fait, alors... Ah bon? Moi, j'en profite. Enfin, il y a beaucoup de questions qui ont demandé si Mémé c'était Gilles Benaiche. En tout cas, je sais pas si Mémé c'est Gilles Benaiche, mais mon père, il ressemble de plus en plus à Mémé. Et et il prend la voiture et tout, mais déjà c'est une grand-mère parce qu'il fait la cuisine comme Mémé. Moi, j'ai pas connu sa cuisine, mais j'imagine. Très bon couscous, voilà. Et il a un problème avec le voyage comme Mémé. Le faire bouger, c'est très, très compliqué. Donc, voilà. C'était pour répondre. Très belle anecdote. Merci beaucoup. C'est le fils qui parle. Donc, il y a une dernière question qui est sur le live YouTube. Est-ce qu'après, on finit avec cette question et on introduit la petite surprise du groupe Création juste après? Allez. Alors, ça nous vient de Yuli Frenz, c'est son pseudo, voilà, qui est de Cuba aussi. Bonjour de Cuba. Ouais, c'est bien. Qui vous demande, pardon, pendant le processus d'écriture, y a-t-il à un moment donné une séparation entre l'homme qui a vécu ces expériences et l'écrivain qui les écrit? Oui. Oui, il y a une différence, il y a une séparation.
Tout simplement parce que il y a des fois où je me relis et je me dis que aujourd'hui j'écrirai exactement la même chose, et au contraire il y a des fois où je me relis et je dis aujourd'hui j'écrirai pas ça comme ça. Donc il y a une différence effectivement importante. D'accord. Merci beaucoup pour votre. Je peux pas répondre autrement. Ça me paraît être la base d'une vraie réponse là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est le moment, parce que ça va être la fin. Il paraît qu'il y a une surprise. Oui, alors effectivement, il nous reste 5 minutes et en fait le groupe création, alors là je m'adresse aux personnes qui sont connectées et que nous remercions de nouveau. Merci beaucoup en tout cas aux collègues de Cuba, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, surtout au regard de l'actualité là, ce que nous vivons en ce moment. Donc en fait on a une surprise. Donc, vous allez être frustré, tant pis. Vous aurez une double de frustration. D'abord, le petit pot de bienvenue, voilà, et puis la petite vidéo. Mais, normalement, si tout va bien, dès que cette rencontre sera mise en ligne sur le site de Paris 8 et France Culture, eh bien, le service audiovisuel, qui est un superbe service, on remercie encore les collègues, ils vont peut-être ajouter la vidéo des étudiants, la vidéo de 5 minutes qu'ils ont complètement imaginé à partir de leur lecture des œuvres de Gilles Benaïch. Voilà. Donc, oui. En fait, quand on tape Rencontre littéraire Paris 8, c'est sur Paris 8 et France Culture, en fait. Voilà. Léa, peut-être. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit que vous seriez fou de joie si Le Voyage de Mémé était joué au théâtre. Donc, on espère que ce que les étudiants ont fait va vous rendre fou de joie. Oui, et une dernière petite chose, c'est que il y a un groupe aussi, le groupe présentation de l'auteur, a pratiquement fini la fiche Wikipédia. Peut-être que cette fiche aura des effets absolument spectaculaires, à savoir que Gilles Benaïch ait enfin sa page Wikipédia, à laquelle tout le monde aura accès, et peut-être qu'effectivement, les étudiants qui travaillent justement sur cette fiche Wikipédia, peut-être qu'on pourrait penser à des petites maisons d'édition engagées politiquement, et on pourrait parler de vos œuvres, justement, Les Sous-mains des pieds, etc., et proposer une réédition, puisque vous avez les droits. On n'aura rien à payer. Et puis, vous pourrez peut-être même faire des petites préfaces. C'est pas génial, ça? Formidable. Voilà, c'est ça, Paris 8 aussi. Hein. Bien. Merci à toutes et à tous. Merci Kenza. Merci Gilles. Merci Fabiola. Merci la bibliothèque. Merci le service audio. Merci Jean d'avoir été parmi nous. Merci les étudiants. Merci infiniment.